Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints à la fois en direct sur Zoom et sur le Facebook Live du Centre d'Action Laïque de la province de Liège. Nous allons vous proposer une rencontre où on va se poser une question et de savoir peut-on tout contrôler. Alors cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'exposition Illusion réalisée par le Centre d'Action Laïque de la province de Liège et qui vous est proposée à la Cité Miroir, place Xavier Neujean à Liège, encore jusqu'au 30 mai. N'hésitez pas à réserver. Le succès est au rendez-vous, mais il reste encore pas mal de plages pour pouvoir visiter cette exposition Illusion. Alors cette question, peut-on tout contrôler? On va y répondre avec au moins deux invités. Et là, petite déception peut-être, mais nous devons excuser Mister Sam qui devait nous rejoindre cet après-midi et puis qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu se joindre à cette discussion, à cette rencontre. Nous souhaitons un prompt rétablissement. Donc voilà, c'est dommage, mais nous aurons quand même deux intervenants, Albert Mokaiber et Clément Fraise, qui vont répondre à quelques-unes de nos questions et peut-être finalement répondre à cette question essentielle, peut-on tout contrôler? Et avant de démarrer, je vais tout de suite passer la parole pendant quelques instants à la directrice du Centre d'Action Laïque de la province de Liège, Cécile Partouns. Bonjour à tous et à toutes. Merci Christophe. Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à notre organisation du jour. Merci à Albert et à Clément de se prêter au jeu des questions concernant l'esprit critique. Comme Christophe l'a dit, donc derrière le titre « Peut-on tout contrôler ?» c'est en effet la question de l'esprit critique que nous voulons interroger aujourd'hui. Quels sont ses potentiels, mais aussi quelles sont ses limites? Et pour notre association, ces questions sont importantes puisque notre slogan, c'est Libre ensemble. C'est-à-dire que le Centre d'action laïque de la province de Liège rêve d'une société où chacun pourrait être libre d'être ce qu'il a envie d'être, de penser ce qu'il a envie de penser, mais dans une société qui est capable d'accueillir cette diversité de manière suffisamment solidaire et apaisée. Et en tant que libre penseur, nous, on a envie de faire appel à l'esprit critique de chacun et de chacune, à la fois pour se définir, avoir la liberté de réfléchir à qui on a envie d'être, mais aussi avoir l'esprit critique suffisant que pour pouvoir créer les espaces de dialogue et les débats démocratiques qui sont nécessaires à la construction d'une société où chacun peut être dignement entendu. Donc, c'est avec grand intérêt que personnellement, je vais suivre les débats et les réflexions pertinentes, mais j'espère aussi impertinentes de nos deux intervenants. Je les remercie encore du temps qu'ils nous consacrent et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Albert, Clément, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors bonjour. Là, donc l'après-midi, enfin la rencontre qui va durer à peu près une heure quart, ça va dépendre un peu de vos réponses aussi, va se dérouler en deux parties. On va démarrer sur un petit question-réponse où j'ai préparé quelques questions où je vous demanderai de répondre l'un et l'autre à ces diverses interrogations. Et puis alors nous avons une équipe de vaillants lecteurs qui sont prêts à collecter les questions qui vont apparaître à la fois sur Zoom, sur les questions-réponses du Zoom qui est à la disposition des spectateurs ou sur Facebook. Et on verra un peu si vous pouvez répondre à certaines de ces questions qui risquent de naître au fur et à mesure de la discussion. Et donc, sans plus attendre, je vais vous poser à l'un et l'autre une question assez classique. Plutôt que de vous présenter moi-même, je vais vous demander de vous présenter l'un et l'autre et peut-être de nous dire ce qui a déclenché chez vous votre envie d'entrer de plein pied dans le vaste monde de l'esprit critique et des méandres de notre cerveau, l'un étant finalement un spécialiste du cerveau et l'autre étant devenu un mentaliste et un débunker, un démonteur parfois de charlatans de tous bords. Voilà. Je ne sais pas lequel des deux veut commencer. Avec plaisir. Honneur à celui qui a les diplômes. Honneur à celui. Ouais. Bon, c'est par les diplômes. On va faire ça comme ça. Je suis entré par hasard, par des études, tout simplement. J'ai fait un master en psychologie clinique et une thèse en neurosciences. Et je travaillais en hôpital psychiatrique. Donc, c'est vraiment dû par les biais qu'on a quand on a des soucis. Je travaille sur les troubles anxieux, quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on va mal.
Notre cerveau nous raconte des trucs, souvent agit un peu contre nous, on va dire. On s'imagine tout le temps le pire, on imagine que les gens nous jugent négativement, on n'arrive pas trop à dormir. Ça impacte vraiment une énorme partie de notre fonctionnement. Alors que moi, je fais ma thèse sur quelque chose qui s'appelle la phobie sociale. C'est une sorte de peur de parler en public. On a l'impression tout le temps que les autres, genre, par exemple, si j'avais une phobie sociale, je vous regarde maintenant et je me dis que vous êtes en train de vous dire c'est inintéressant ce qu'il dit, etc. Je projette des sortes de pensées sur les autres. Donc, je commençais par étudier ça. Et après, de fil en aiguille, je suis passé des histoires qu'on se raconte quand on a des troubles anxieux ou des troubles de l'humeur, des troubles de la personnalité, à qu'est-ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la population générale. Est-ce qu'on ne ferait pas tout ça, mais pas sur un registre psychiatrique, mais de manière normale, pour des choses quotidiennes de la vie de tous les jours? Est-ce que je me raconte des choses sur mon couple, sur mes potes, sur mon métier, sur les autres, sur moi-même? Et comment est-ce que tout ça, ça marche? Comment est-ce que je sais ce que je sais? Donc vraiment, au début, ça a commencé sur comment est-ce que je sais ce que je sais sur la sphère hyper personnelle, voire professionnelle. Et après, par une suite des choses, je me suis intéressé à des choses un peu plus sociétales, du coup. Comment est-ce qu'on s'instruit en tant que citoyen à travers des projets qui s'étaient mis en place. Du coup, j'ai créé Chiasma, une structure où on s'intéresse à comment est-ce qu'on débat, ce qu'on appelle la flexibilité mentale, comment est-ce qu'on fait pour changer d'avis. Et puis, j'ai co-créé un autre labo qui s'appelle le Act Lab, où on s'est intéressé vraiment à comment est-ce que les sciences cognitives peuvent aider pour la problématique du réchauffement climatique. C'est un peu comme ça. Et Clément, donc, est-ce qu'il y a un événement, à un moment donné, qui a déclenché votre envie de devenir mentaliste et de vous intéresser à toutes ces questions? Alors, de devenir mentaliste, c'était quelque chose qui était plus ou moins là sans que je le sache. Il y a eu... quand j'étais petit, je faisais un poil, mais vraiment un poil de tours de cartes et des trucs comme ça. Puis il y a beaucoup de mentalistes qui arrivent au mentalisme vraiment par la magie. Moi, je n'ai jamais vraiment fait de magie à un niveau professionnel. J'ai de suite fait du mentalisme. J'ai découvert cet art entre 2013 et 2016, véritablement. On va dire. Ouais, 2013-2014. Et c'est vrai que l'esprit critique allait un peu de pair parce qu'il y a toujours eu une espèce de lien, une espèce de corrélation entre... Je vais juste régler mon micro parce que j'ai l'impression que vous m'entendez super fort. Il y a toujours une espèce de lien de corrélation, entre guillemets, entre le paranormal et ou du moins l'analyse rationnelle du paranormal et la prestidigitation. À l'époque, c'était avec Carré Houdini, etc. Aujourd'hui, il y a des mentalistes comme Darren Brown qui reproduisent parfois aussi des choses sur scène. Et je voulais apporter ça en France parce que malheureusement, en France, il n'y a jamais eu vraiment de mentaliste qui faisait ça. Il y a eu un peu Gérard Majax vite fait, mais qui n'a pas fait vraiment un engagement, qui a juste été là pour aider Henri Brock à faire son défi zététique, mais qui n'a jamais vraiment pris le postulat de raconter ce genre de choses dans ses spectacles. Et ma foi, c'est un univers qui est fascinant à tel point que je me demandais pourquoi j'étais le premier à le faire d'une telle manière. Et donc, du coup, j'ai écrit un spectacle qui se plonge dans les rouages cognitifs. Puis le mentalisme, finalement, lorsqu'on y réfléchit, c'est la capacité à manipuler les biais cognitifs pour donner une perception altérée de la réalité. Donc, ça colle tout à fait à certaines thématiques. Et puis, comme j'étais déjà un passionné du cerveau de par des lectures, de par aussi peut-être quelques déterminismes perso, parce qu'on m'a dit à tort ou à raison, étant petit, que j'étais surdoué, ce genre de choses. Donc, enfin, ça a été vraiment quelque chose de naturel. J'ai pas eu l'impression à un moment donné de dire, tiens, c'est vraiment vers là que je vais aller. Mais en fait, lorsqu'il a fallu commencer à chercher une activité professionnelle et que je voulais vivre de l'art, l'orientation du one-man show mentaliste, c'est venu assez rapidement. Ouais. Voilà. Question suivante pour vous deux. Dans tous ces éléments, comment est-ce que vous abordez le concept d'esprit critique? En quoi est-ce que ça s'inscrit finalement dans le fonctionnement de notre cerveau d'une part, et d'autre part, comment vous abordez, Clément, l'esprit critique dans le cadre des spectacles, dans le cadre des débunkages que vous pouvez mettre en place via les vidéos longues ou courtes, etc. Vraiment le principe d'esprit critique, la base même. On peut inverser, on va recommencer par Clément. Dans le cadre des spectacles, comment je peux l'introduire, c'est ça que vous voulez dire? Oui.
Et vous, quelle est votre vue, votre vision finalement du concept d'esprit critique? Et C'est assez vaste. le concept d'esprit critique, ça dépend un peu de tout un chacun. On est à l'heure, et je le déplore, d'une certaine polarisation de la pensée, d'absence de nuances, etc. Mais je pense que personne ne peut être une espèce d'homme dénué d'émotions et donc de biais et donc de perception empirique du réel. Par contre, lorsqu'on a un objectif qui est entre guillemets de s'approcher de la vérité avec un grand V, s'il existe une telle chose, ou de la réalité avec un grand R, et bien dans ce cas, l'objectif est d'amenuiser autant que faire se peut la frontière qui peut exister entre sa perception du réel et la réalité. Et pour moi, l'esprit critique est la meilleure manière d'y parvenir. Alors dans le spectacle, j'essaie de la rendre tout simplement sexy, parce qu'on est à l'ère de la post-vérité, on est à l'ère de l'émotionnel, on le voit avec les succès de films conspirationnistes, on le voit avec tout un tas de choses. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Maîtres de l'imposture, dans lequel la couverture est volontairement racoleuse, le titre également. J'essaie là actuellement de réaliser un film aussi qui va être au titre racoleur. Le but, en fait, vraiment, est d'attirer le chaland. Et je pense qu'il n'y a aucun moyen. Je prends toujours cet exemple parce qu'il m'avait marqué. J'ai montré à des personnes des vidéos extrêmement bien faites, celle de la tronche en biais, sur l'homéopathie, à des personnes qui prenaient de l'homéopathie avec qui j'avais un débat. Je ne les ai pas convaincus. Euh, alors que bizarrement, Mandax est biologiste, qu'il a une blouse blanche et qu'il explique de manière parfaite les choses. Et curieusement, quand au détour d'une soirée, je leur ai montré le sketch de Jérémy Ferrari sur l'homéopathie, qui pourtant est un sketch, donc qui touche plus à l'émotionnel, au rire, qu'au rationnel et qu'à l'argumentaire, même si ce que fait Jérémy Ferrari est généralement très sourcé et c'est un grand talent de fond et de forme, eh bien, ça les a marqués. Alors que pourtant, c'est quand même dingue de se dire que voilà, qu'un sketch a peut-être plus de portée. Alors, peut-être que ça les a fait se sentir ridicules d'y croire, peut-être. Je ne sais pas, en tout cas, il y a quelque chose dans leur émotion qui a été touché. Et je pense qu'il y a des moyens, spécifiquement à l'heure de la post-vérité. Le but est de jouer avec les armes de l'ennemi, en fait. De la même manière que les conspirationnistes, les alternatifs vont jouer sur l'émotion, vont jouer sur des ressorts qui sont plaisants. Le côté mentaliste, le côté impact émotionnel d'un tour de mentalisme, le côté finalement plaisant, divertissant, distrayant et sexy tout simplement de quelque chose où on montrerait des rouages cachés à la fois au fonctionnement de notre cerveau mais au fonctionnement du monde. Je pense que ça peut plaire et c'est uniquement en fait mon objectif. Je n'ai pas la prétention d'être un penseur, un philosophe qui va créer du contenu ou du concept en esprit critique. Tout ce que je fais n'est que transmettre un savoir acquis, mais l'objectif étant de le faire de manière sexy et divertissante afin d'être la porte d'entrée au plus grand monde vers des gens. C'est ce que je fais dans Zétéclic, mon format sur YouTube, c'est qu'en fait j'explique en 5 minutes un concept d'esprit critique, mais derrière je mets en fiche et j'invite à cliquer sur 5-6 vidéos des chaînes qui l'expliquent de manière beaucoup plus poussée, avec des exemples, avec des lives, avec des applications à des champs d'études, etc. Et donc voilà, l'objectif est uniquement celui-là, enfin, tenter de faire en sorte d'attirer un maximum de monde vers cette discipline en vulgarisant et en lui mettant une forme attrayante. Mhm. Et Albert, donc votre point de vue, vous, par rapport à l'esprit critique et le lien qu'on peut en faire avec les raccourcis de notre cerveau et ces fameuses heuristiques dont on parle beaucoup dans l'exposition Illusion, dont vous êtes le parrain. Alors moi, je réfléchis. C'est comment, en fait, on va définir l'esprit critique? Parce que je ne dirais pas que je travaille en particulier sur l'esprit critique. Il y a des personnes dont c'est le métier vraiment de faire de la recherche sur l'esprit critique, sur est-ce qu'on peut le transmettre, sur est-ce qu'on peut faire de l'éducation à l'esprit critique, etc. Je travaille, moi, vraiment beaucoup plus sur comment est-ce qu'on se raconte des histoires, un peu, chacun, par exemple. L'exemple qu'a donné Clément, je trouve très intéressant sur pourquoi est-ce que quelqu'un, dans une certaine situation, alors qu'il est face à ce qu'on va dire un argumentaire très construit, va avoir plus de résistance que face à un sketch, ce qu'on appelle la flexibilité mentale. Quelles sont les situations qui peuvent faire émerger un changement d'opinion? Est-ce que c'est toujours possible? Et moi, je ne travaille pas juste sur les sujets de flexibilité mentale autour de sujets sociétaux, genre l'homéopathie, les théories du complot, etc. Je suis vraiment aussi très, très intéressé par la vie quotidienne. Comment est-ce que je me convainc que mon collègue, il n'a rien compris et je suis tout le temps en train de faire son métier à sa place? Et comment est-ce que je peux avoir une flexibilité mentale autour de ça?
sur un peu les biais ordinaires, les biais quotidiens de la vie de tous les jours. Comment est-ce que je me convainc que mon groupe de potes, c'est le meilleur groupe de potes au monde et que les potes des autres sont moins sympas, que ce que je fais est intéressant. Parce que les biais, quand on en parle tout le temps d'un point de vue d'un enjeu sociétal, de cette ère de post-vérité, du complotisme, etc. Mais c'est des mécanismes qui sont inhérents à notre fonctionnement quotidien beaucoup plus. C'est rare que je rencontre des gens qui passent leur journée à penser au 11 septembre, si c'est vrai ou pas. À cause de cette ère de polarisation, on retrouve ça énormément sur les réseaux sociaux, sur les débats, etc., etc. Mais dans notre vie quotidienne, on va à la boulangerie, on va au supermarché, on essaye de gérer nos vies, de payer nos impôts, d'appeler nos potes, d'aller au cinéma, etc. Et moi, je m'intéresse vraiment à la reconstruction du réel sur ces points. C'est juste que par la force des choses, quand je fais des conférences, quand on a organisé l'exposition, etc., on lie ça aussi à des sujets plus grands et plus sociétaux. Et du coup, je travaille avec le CSA sur la lutte contre la désinformation en ligne et des choses comme ça pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut justement mieux communiquer. Mais c'est plus vraiment la construction des choses. Je collabore avec des personnes qui travaillent sur l'apprentissage de l'esprit critique. Est-ce que c'est possible, par exemple pourquoi est-ce que quand on est face à des informations des fois vérifiées, entre guillemets, on croit encore moins au truc que pas. Mais moi, c'est vraiment plus cette notion de narrative interne qu'on se raconte sur soi. Et c'est pour ça que j'ai un peu plusieurs métiers. Donc, j'ai mon cabinet clinique où je fais mes consultations. Je suis enseignant à la fac. J'ai mes conférences grand public, etc. Et le point commun, c'est vraiment quelles histoires est-ce que je suis en train de me raconter. Par exemple, avec mes patients, on travaille vraiment sur comment est-ce qu'ils savent ce qu'ils savent sur eux. Est-ce que j'ai une bonne estime de moi? Est-ce que je suis en burn-out? Est-ce que je suis dans un métier qui me plaît pas? Pourquoi est-ce que je quitte pas le métier qui me plaît pas? Peut-on tout contrôler? Est-ce qu'on ne contrôle vraiment rien? On est en crise sanitaire. Qu'est-ce que je fais face où je contrôle plus pouvoir sortir ou pas de chez moi ou aller voir ma famille ou pas? Avec mes étudiants, c'est comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait sur la psychologie, en sachant que la psychologie est un domaine où les modèles théoriques sont pas hyper fiables. On a eu plein de choses sur la psychanalyse, puis la deuxième vague, puis la troisième vague de psychothérapie. Comment est-ce qu'on peut démêler tout ça pour pouvoir aider les gens qui nous payent pour qu'on les aide au niveau de leur santé mentale, sur des trucs plus sociétaux, comment est-ce qu'on fonctionne sur la lutte contre les informations indignes. Mais le fil conducteur, je dirais, c'est plus ces constructions, cette propriété de notre cerveau à vouloir créer du sens à partir d'un monde qui souvent n'en a pas un en particulier. Et c'est pour ça que je suis aussi très très friand des tours de magie, etc. Ça m'arrive de bidouiller un peu quelques tours de magie, puisque les tours de magie, souvent, et Clément saurait l'expliquer beaucoup mieux que moi, c'est prendre à contre-pied l'histoire qu'une personne est en train de se raconter internellement. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose et la personne va se dire « Ah, c'est ce qu'il est en train de faire », et en fait, le magicien est en train de faire autre chose, ou le mentaliste, etc., et prendre à contre-pied. Et d'ailleurs, il y a beaucoup un de mes magiciens préférés, à part Clément, s'appelle Teller, et il publie des articles scientifiques dans des journaux scientifiques avec des neuroscientifiques. Merci de dire à part Clément. Non, mais c'est le numéro 1, bien sûr. C'est pas... mais pour montrer que cet exemple qu'a donné Clément sur Jérémy Ferrari ou du coup Teller, il y a des applications académiques même sur la recherche, sur ses propriétés. Mais je suis moi-même en train de préparer un papier. Donc... Voilà. Numéro 1, je vous ai dit. Mais est-ce qu'on ne peut pas articuler alors du coup vos deux interventions en disant que d'un côté effectivement il y a les enjeux sociétaux, etc. Qu'on a évoqués, et puis il y a l'esprit critique appliqué à soi, mais est-ce qu'on peut dire que le travail de l'esprit critique qui emmène sur soi est un moyen de se protéger ou de moins risquer de glisser vers des prises de décision ou de moins se faire emporter dans cette espèce parfois de tourbillon qui va se mettre en place sur les réseaux sociaux. On parlait de la pandémie, mais il peut y avoir des tourbillons anti-vax ou un tourbillon lié à l'un ou l'autre complot. Est-ce que ces deux éléments finalement ne seront pas intimement liés, le personnel et les enjeux sociétaux, les enjeux plus vastes, de se laisser prendre
par ces espèces de emballements, on va dire, au niveau des réseaux sociaux ou des médias classiques, hein, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux qui provoquent des emballements. C'est un peu la question à $1 million, c'est-à-dire on appelle ça la transférabilité des compétences. Est-ce que si, par exemple, j'ai un hyper bon esprit critique sur, je ne sais pas, la chimie organique, est-ce que ça fonctionne pour l'appliquer sur la politique? Et on n'est pas vraiment sûr. On a déjà, par exemple, on avait fait un forum des sciences cognitives. Un pote à moi, Thibaut, me racontait ça aujourd'hui. Ce matin, on en parlait. Et il me disait, il y a un étudiant qui est venu au forum des sciences cognitives nous poser des questions. Et il nous disait, c'est super intéressant, j'ai appris la méthode scientifique à l'école, c'était hyper passionnant, etc., etc. Et Thibaut lui dit, est-ce que tu appliques ça quand tu es sur les réseaux sociaux? Il a dit, non, genre, c'est quoi le lien? La transférabilité des compétences, on n'est pas sûr de combien ça marche ou pas. Et aussi l'esprit critique, et ça c'est quelque chose sur lequel moi je me bats personnellement, on pense souvent que l'esprit critique c'est penser par soi-même, mais on est des animaux sociaux et c'est un peu un contresens de croire que je vais pouvoir moi penser par moi-même, me faire mes opinions surtout de manière... On a besoin de déléguer. L'esprit critique c'est aussi savoir en qui est-ce que j'ai confiance et quand est-ce que je ne vais pas moi penser par moi-même et laisser quelqu'un d'autre penser pour moi. Et toute cette question devient... À qui je délègue quoi? Par exemple, est-ce que je délègue à Platron Chambier, parce que je sais que Mendak, c'est un biologiste, m'expliquer si l'homéopathie marche ou pas? Est-ce que je délègue à un astrophysicien, ou deux, ou trois, ou quatre, ou est-ce que je délègue à Jérémy Ferrari? Ou est-ce que je délègue à Albert Ronquebert ou à Clément Fraisse? Comment est-ce que je fais? Souvent, on pense que c'est vraiment pense par toi-même, mais c'est très, très dangereux de juste penser par soi-même. Parce que je n'ai pas le temps ni les moyens de pouvoir avoir une opinion sur des sujets aussi pointus que les OGM, le réchauffement climatique, la vaccination, la politique, le chômage, le revenu universel de base, la Bitcoin, la blockchain, etc. C'est des choses où il y a des personnes qui passent 10-15 ans pour comprendre une mini-partie, les neurosciences, le cerveau gauche, le cerveau droit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, la créativité, le leadership, etc. Ce serait paradoxalement anti-esprit critique de me dire, moi, je vais pouvoir maîtriser tous ces sujets. Et du coup, quelque part, pour moi, l'esprit critique, c'est aussi une sorte de forme sociétale. On devient les garde-fous les uns des autres. Moi, j'ai besoin de me protéger de moi et j'ai besoin que quelqu'un le fasse à ma place. Et moi, je vais peut-être protéger les autres d'eux-mêmes. Plus que être moi dans une posture de je vais fact-checker tout par moi-même parce que c'est pas, je pense pas que ça soit possible. Clément, réaction par rapport à cet aspect collaboratif, finalement, vous aussi, vous diffusez des informations et que les gens peuvent ensuite partager. Est-ce qu'il y a aussi cette idée il y aurait une espèce d'esprit critique collaboratif, une espèce d'esprit critique sociétal qui devrait se mettre en place peu à peu? Exactement de la même manière, j'ai envie de dire que lorsque l'on fait confiance aux prédécesseurs, c'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui, on est si avancé en sciences parce qu'on a fait confiance aux découvertes de tout un chacun, un mathématicien qui arrive, enfin, je parle sous le contrôle de Albert, hein, qui est un universitaire et pas moi, mais quelqu'un qui fait des recherches aujourd'hui fait essentiellement confiance aux recherches passées. Un mathématicien ne va pas revérifier le théorème de Pythagore pour être bien sûr avant de se lancer dans des calculs avec. Donc, d'une manière générale, de la même manière, plus l'on développe un indicateur de confiance, plus l'on peut faire confiance et donc déléguer un petit peu notre esprit critique à certaines thématiques. Moi, aujourd'hui, entre guillemets, par exemple, dans le monde, entre guillemets, plus ou moins alors après, ça c'est tout ce qui est psychologie, fake psychologie, PNL, hypnose, je suis devenu un peu, voilà, je suis souvent interpellé sur Twitter, sur des vidéos d'hypnose, mais là, c'est vrai, Clément Fraise, mais là, parce que, alors, non pas que je sois un expert, le mot est fort, et pour une fois dans ma vie, une fois n'est vraiment pas coutume, je jouerai la carte de l'humilité. Mais disons que, en tout cas, j'ai des connaissances sur l'hypnose et sur sur une approche qui est très, très peu reprise en France, puisqu'on est dans le pays, comme vous le savez, le plus pollué par la psychanalyse, la PNL et toutes les pseudosciences autour du cerveau. Albert en parlait tout à l'heure.
à demi-mot. Et donc, voilà, donc fatalement, j'ai des connaissances plus ou moins sur une approche socio-cognitive à l'anglo-saxonne, et c'est vrai que ça peut servir. Et donc, il y a des personnes qui m'envoient régulièrement des choses à base de mais alors là, etc. Ou alors tout simplement parce que ce que font certaines personnes est bluffant, et ce sont des tours de magie qui sont travestis en choses réelles, etc. Et voilà, de la même manière que aujourd'hui, vous avez des experts en plus ou moins tout. Et donc, c'est vrai que quand on identifie un degré d'expertise sur Twitter et qu'en plus la personne est proche des sphères zététiques et tout, ça devient. Voilà. Alors après, il ne faut pas tomber dans le biais inverse, il ne faut pas tomber dans le renversement où on ne va pas penser pour les autres. Ça peut être aussi parfois un danger. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendent mon avis sur Twitter avant de penser par eux-mêmes. Et ça, c'est aussi quelque chose de dangereux, mais c'est le propre de tout un chacun quand on devient un tant soit peu médiatique à un moment donné ou à un autre de sa vie. Mais voilà, par exemple, pour reprendre l'étude de The Lancet, qui avait, je rappelle, pas un problème de méthode, mais un problème lors de la crise de la Covid-19, qui était une étude qui a été dépubliée à cause de ses données et non pas à cause de sa méthode, qui, elle, pour le coup, était loin d'être mauvaise. En fait, dans la mesure où il y a finalement peu d'experts en provenance de données parmi les vulgarisateurs sceptiques, bon, moi, je ne l'avais pas partagé à l'époque, mais il y a beaucoup de gens qui avaient partagé l'étude de The Lancet. Et ça, bizarrement, ça lui a aussi donné, je pense, auprès d'une certaine génération qui est habituée à suivre ces vidéastes, un certain gage de fiabilité, le fait que ce soit The Lancet, etc. Donc, on a un peu délégué notre esprit critique, finalement, aux peer reviewers qui, eux, étaient des véritables experts là-dessus et qui l'ont démonté en 5 jours et dont les auteurs se sont dépubliés grâce à... Donc, la science est toujours là. Il y aura toujours quelqu'un pour nous dire qu'on a eu tort à un moment donné de penser quelque chose. Ça ne... Il n'y a pas de peur à avoir là-dessus. Mais oui, effectivement, moi-même, je sais par exemple que si jamais je tombe sur quelque chose de neurosciences euh, qui est un petit peu difficile pour moi, j'envoie un texto à Albert. Voilà, il y a un indicateur de confiance clair et net, puisque c'est aussi mon neuroscientifique préféré. Voilà, je te retourne la politesse. Effectivement, vous parlez d'indicateurs de confiance. C'est un peu ça le problème auquel on se heurte aussi pour l'instant, c'est qu'on entend gronder une espèce de méfiance plutôt que confiance par rapport à ce que certains considèrent soi-disant comme des élites, qu'elles soient scientifiques, politiques, C'est la différence. médiatiques. C'est la différence entre le scepticisme et le complotisme. Le scepticisme, c'est le doute permanent d'une information nouvelle et tenter de le faire en dépit de nos biais personnels et de le faire encore plus quand l'information va dans notre sens que dans le sens inverse. Le contraire avec le conspirationnisme, c'est qu'on a une vision du monde déjà bien établie, on est sur la suspicion permanente. Ce n'est pas exactement la même chose. Ça n'a l'air de rien, mais voilà, le scepticisme, c'est vraiment le doute permanent. Le complotisme, c'est la suspicion permanente, justement basée sur les biais, et encore plus quand cela vient de sources identifiées comme j'allais dire comme taries, mais en scepticisme aussi, mais dans le cas présent, voilà, dès que ça vient d'une autorité, dès que ça vient de quelque chose, en tout cas, dans le conspirationnisme, pour que la vie soit injuste, il faut des méchants. Et les méchants, ça ne peut être que les élites, l'autorité, etc. Ça ne peut pas être un gentil professeur aux cheveux gris dans son laboratoire qui veut sauver le monde. Donc, d'une manière générale, il faut toujours être davantage dans le doute permanent d'une information nouvelle, spécifiquement encore plus si elle confirme notre vision du monde, que dans la suspicion permanente qui, au contraire, va nous faire valider uniquement les choses que l'on a envie de voir vraies et nous faire tomber dans une infinité de biais. La liste est bien trop longue même pour qu'on puisse en parler ici. Albert, alors du coup, je rebondis vers vous parce qu'il y a un élément que vous amenez, dont on parle aussi pas mal dans l'exposition, c'est cette idée sur laquelle notre cerveau a 2 vitesses de fonctionnement, la vitesse rapide à travers ces heuristiques qui nous permet par exemple de conduire sans s'interroger sur le changement de vitesse ou de rester en équilibre sur un vélo et des choses comme ça. Et par ailleurs, on a un cerveau aussi qui peut fonctionner plus lentement. Est-ce qu'on ne souffre pas finalement ce complotisme, cette tendance à prendre des raccourcis, est-ce qu'elle ne souffre pas du fait qu'aujourd'hui, et depuis déjà quelques années, on a trop flatté notre cerveau rapide et on aurait une espèce de déséquilibre à l'intérieur de notre cerveau entre ces deux tendances? Si c'est encore une question à $1 million, je m'inscris comme rédacteur de questions. Mais je ne pourrais pas être d'accord avec ça. En fait, le système 1 et le système 2 est un modèle théorique pour faire un peu de théorie, parce que j'aime bien le modèle théorique, qui a été développé par un chercheur qui s'appelle Daniel Kahneman. Et en science, souvent, on utilise des modèles théoriques
même si on sait qu'ils ne sont pas nécessairement très exacts. Et aujourd'hui, on appelle ça des modèles de théorie, les processus d'information dualistes. On a deux systèmes, comme le système 1 et le système 2. On ne pense pas que ça marche vraiment comme ça. Donc, c'est plus une métaphore. C'est un système, on appelle ça un système approximatif, mais qui marche relativement bien. Donc, on continue à l'utiliser, mais c'est loin d'être le seul modèle théorique sur la prise de décision, etc. Donc, je dirais que je n'ai pas envie d'être une sorte à la source d'un nouveau mythe du cerveau, comme le cerveau gauche, le cerveau droit, le système 1, le système 2. C'est plus genre un modèle fonctionnel, mais on ne pense pas que ça soit ça. Donc, je ne pense pas que ça serait dû à une sorte de surutilisation de nos heuristiques. Il faut se rappeler que quelqu'un qui est complotiste, par exemple, en utilisant le mot entre guillemets un peu, ne se considère pas comme complotiste. Quelqu'un qui croit à une fake news, pour elle, c'est une news. On ne sait pas qu'elle est fake. Quand Clément parlait, par exemple... Tu as des gens qui, de plus en plus, quand même, pour qui c'est limite un espèce de sentiment de Oui. fierté, il y a quelque chose... Et le revendique. Ce que tu veux dire, c'est qu'on a tendance à mettre dans la même catégorie tout le spectre qui va de la mère de famille qui n'a aucune connaissance sur les vaccins et qui peut naturellement s'inquiéter au dernier des platistes. On met tout ça dans la catégorie complotiste et c'est un petit peu... Et c'est là où ça devient un truc identitaire. C'est très intéressant, ce point où il y a de plus en plus de personnes qui disent « nous sommes les complotistes ». Mais pour eux, nous sommes les complotistes, c'est en mode genre nous sommes les résistants presque contre. Oui, tout à fait. Ils se réclament en permanence de Jean Moulin, etc. Exactement, voilà. Et du coup, c'est pas des personnes qui se disent je suis dans le faux et je suis content. Ils disent oh non, au contraire, genre vous comprenez rien. Et du coup, si vous voulez me mettre cette étiquette de complotiste pour me faire taire et en citant George Orwell, Jean Moulin, etc., limite on en est fier. Mais cette notion baigne dans un contexte sociétal, informationnel, etc. Et du coup, c'est un peu ce que mentionnait Clément. Il faut faire attention de comment est-ce qu'on catégorise les gens. C'est une sorte de continuum, c'est pas un truc catégoriel. Et du coup, c'est pas juste une question de système 1 et système 2, c'est une question de faire sens du monde. Du coup, souvent, certaines théories du complot vont partir d'une sorte de critique qui peut être légitime. Par exemple, sur la pandémie, on peut pointer du doigt les anti-vax, les complotistes, les machins, etc. Mais aussi, on peut parler de la responsabilité de la communication informationnelle dans laquelle on baigne. Au début, de dire, je sais pas, les masques, ça sert à rien, puis les masques, ça sert à quelque chose. Ou bien, il faut pas sortir de chez vous, vous pouvez pas aller dans les parcs, mais il faut aller voter pour les élections municipales, etc. Et du coup, il faut tout le temps penser que nos biais dépendent du contexte dans lequel on baigne. Il n'y a pas des biais qui sont comme ça, hors contexte. Et surtout, un complotiste peut être un complotiste, encore une fois, j'utilise le mot qui est un peu réducteur à cause de ce continuum dont on parle, peut être hyper complotiste sur un sujet et hyper raisonneur critique sur un autre. On a déjà vu plein de personnes qui peuvent être très très bons sur un sujet. Je ne sais pas, Elon Musk, il peut être hyper calé. Moi j'aime bien Elon, j'aime bien. On aime bien Elon, et Elon il était en mode genre ne vous faites pas vacciner, la Covid ça n'existe pas, allez bosser les gars, vous faites n'importe quoi. Ouais, mais je pense que là c'est très compliqué parce que je pense qu'il y a aussi une vraie posture médiatique. C'est-à-dire que le gars c'est en permanence. Je me demande même s'il n'y a pas des stratégies parce que le gars sait que dès qu'il va tweeter un truc sur les pyramides, Tesla va perdre 3 points à la bourse. Je me demande s'il y a des trucs un peu. J'en sais rien. C'est intéressant. C'est intéressant. Il y a une autre histoire, je ne sais pas s'il y a des vrais ou pas, mais Steve Jobs, on ne pourrait pas dire que Steve Jobs est hyper complotiste en particulier. Quand il a eu son diagnostic de cancer, apparemment, les 3-4 premiers mois, il a juste mangé des fruits en se disant qu'il va. Il a voulu se soigner par l'homéopathie aussi. Voilà. Et du coup, on voit il y a une complexité derrière de ne pas faire une sorte de réductionnisme d'une personne à une de ses opinions. On n'est pas juste une de nos opinions. Et du coup, de comprendre, moi, ce qui m'intéresse, plus que si quelqu'un est complotiste, quand on parle de l'individu, il faut vraiment séparer le complotisme quand on parle d'une mouvance sociétale, de polarisation, etc., et d'un individu hyper particulier, hyper précis, cette mère de famille qui est en train de, je sais pas, des gens de ma famille me forwardent des trucs sur WhatsApp. Genre, c'est... Et puis pour le coup, Steve Jobs, ça peut donner des choses fascinantes parce que je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire de Steve Jobs, moi je suis fasciné par le personnage. Et en fait, c'est aussi en partie grâce à une espèce de névrose, je pense, de pente glissante, qu'il en est arrivé là parce que s'il a voulu à tout prix la démocratisation de l'informatique personnelle et faire cette espèce d'ordinateur de contre-culture un peu hippie qui était le Macintosh, enfin de vouloir faire de l'ordinateur
un objet d'art, etc., au-delà de la branlette autosatisfaisante que ça lui procurait, il y avait une véritable peur, et ça se voit totalement dans la pub 1984, très orwellienne, d'une espèce de dictature de l'information qui ne serait gérée que par des gens comme IBM ou Dell, qui représentaient le vieux monde en costard-cravate de la Silicon Valley. Et je pense que Jobs a aussi, de par ses peurs sur le monde, finalement, les mêmes que pour avoir un complotiste, des dictatures fantasmées de partout, eu un rôle majeur dans la démocratisation de l'informatique personnelle, avec Wozniak, bien sûr. Et c'est quelque chose qui nous a légué et qui est aujourd'hui fantastique. Donc, c'est super intéressant, mine de rien, de voir que ça peut aussi susciter des grandes choses. Et puis, tu disais aussi, sur des gens qui sont très compétents par ailleurs et qui dérivent totalement sur d'autres sujets, parfois même à l'intérieur même de leur discipline. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 90 premières minutes de leur prise de parole, tout ce qu'ils vont dire est factuellement sourcé, vrai et vérifiable. Et à un point T, ça va être totalement dévoyé comme un rayon qui passerait par la lentille de la croyance et qui va être redirigé. Et ça va finir en une conclusion où on nous explique que c'est un complot juif et franc-maçon gagné au point d'Ouza, alors que la toute première partie de la démonstration est vraie, mais la fin est totalement conspirationniste parce qu'elle est partie par le biais de leurs angoisses personnelles, de leur phobie, de leur racisme, de leur antisémitisme personnel, par exemple. Il y a plein de gens qu'on peut voir qui dérivent comme ça dans les sujets même. Et ça, c'est ultra fascinant aussi. Et du coup, pour rebondir sur ça, c'est là où on voit l'importance de comprendre aussi la personne, les valeurs. Donc, Steve Jobs, qui est animé, par exemple, par cette sorte de résistance contre le vieux monde de Dell et de IBM, etc., qui va petit à petit ne pas se soigner, alors qu'on sait qu'il a les moyens, qu'il a probablement les meilleurs médecins accessibles à n'importe qui, etc., qui se fait du mal lui-même. Et moi, c'est un peu ça plus qui m'intéresse, c'est-à-dire quelles sont les histoires que chacun se raconte pour venir boucher un trou dans notre compréhension du monde par telle ou telle hypothèse. Encore une fois, une personne, quand elle est en train de piocher cette hypothèse, elle ne sait pas quelle hypothèse est la bonne ou pas. Et des fois, peut-être que moi, j'ai des traits complotistes sur certains sujets, mais que je pourrais peut-être changer ou pas. Et c'est là où on revient à cette notion de pouvoir être les garde-fous les uns des autres, sans tomber dans ce que pointait Clément à juste titre, le relativisme, sans se dire, et du coup, tout se vaut. Comment est-ce que je vais pouvoir pondérer mes opinions sans tomber dans ce tout-votisme où je me dis, si tout est potentiellement vrai, tout est potentiellement faux et qu'on est tous en train de se raconter des histoires, autant qu'il n'y a pas d'histoire plus vraie qu'une autre. Et ce relativisme peut devenir très dangereux très vite. Du coup, comment est-ce que je crée un socle commun de réalité sans tomber ni dans la pensée unique, où on pense tous la même chose, parce que beaucoup de fois, les gens pensent que si on est tous des raisonneurs critiques, il y a genre une sorte de vérité cachée quelque part objective et on va y arriver. Et du coup, vous, les raisonneurs critiques, vous voulez qu'on devienne tous, vous voulez la pensée unique, qu'on applique la méthode scientifique, on arrive au bon résultat. Et c'est pas vrai. Genre, dans un monde où on est tous raisonneurs critiques, on a quand même ces histoires personnelles, ces valeurs morales, objectives qui vont faire qu'on va être en accord sur un socle commun de réalité, mais en désaccord sur le sens qu'on lui en donne. Et d'un autre côté, ne pas tomber dans une sorte de relativisme où du coup tout se vaut et il n'y a plus une différence. Et l'opinion de quelqu'un qui est expert sur un sujet et une personne lambda deviennent équivalentes. Et pour moi, c'est juste cet équilibre en permanence de comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un se raconte quelque chose sans justifier ça. Comprendre, c'est pas justifier. Et du coup, quels sont les mécanismes de création sociétaux auxquels on est tous en train de contribuer? Quand je vois, je sais pas, quelqu'un qui dit Sanofi vire des gens, a eu des aides d'impôts pour créer un vaccin. À la fin, on se retrouve sans vaccin, avec des gens qui sont virés et des bénéfices de je ne sais pas combien pour les actionnaires de Sanofi. C'est inacceptable. Moi, je trouve ça une critique hyper légitime. Mais après, comme dit Clément, quelqu'un va venir rajouter à ça un truc en plus. Et du coup, ils ont fabriqué un virus pour vendre du Doliprane. Parce qu'avec Covid, par exemple, ça, c'est une histoire vraie. Genre, Sanofi, ils ont eu leur chiffre d'affaires qui ont explosé grâce au Doliprane, alors que Sanofi ont milité activement pour que le Doliprane n'ait pas vraiment de générique, pour des raisons, évidemment, de gains. Et du coup, on commence des fois à glisser sur ce terrain de comment est-ce que je vais faire la part des choses, de comprendre quelqu'un sans tomber dans cet excès, dans ce point de bascule, où du coup, je passe d'une critique légitime sociétale, du coup, qui part d'une histoire avec laquelle on pourrait être d'accord, à un saut rhétorique
où on bascule dans un truc et du coup, Sanofi est en train de bosser avec Pfizer pour nous injecter des micropuces dans notre corps pour nous contrôler mieux que les mentalistes. Ma question est la suivante. Est-ce que justement, on n'arrive pas à... Est-ce qu'on passe pas à ce point de bascule ou est-ce qu'on n'arrive pas à construire une base commune parce que on refuse l'idée à la fois de la complexité et à la fois l'idée du côté hasardeux. C'est-à-dire, à un moment donné, Sanofi a eu du bol, entre guillemets, de proposer un médicament qui, à ce moment-là, fonctionnait, ou comme le 11 septembre, qui, on le sait, est un enchaînement de coups de bol, vraiment en façon de pareil, hein, mais oui. des terroristes. Oui. Pour eux, voilà, c'est un enchaînement de catastrophes qui va amener à cet attentat particulièrement et atrocement efficace. On tombe sur un point qui s'appelle l'agentivité. Combien est-ce que je suis agent? Combien est-ce que je contrôle? Et je pense que le titre de Peut-on tout contrôler est justement là. Évidemment qu'il y a le hasard qui est un des plus grands motivateurs, je pense, de l'amour du monde. Et en général, on n'aime pas ça. Notre cerveau aime bien réorganiser les choses. Mais évidemment qu'il y a aussi de l'agentivité derrière. C'est-à-dire, il y a un enchaînement un peu hasardeux qui est arrivé, par exemple, pour que Sanofi ait du bol pour le paracétamol, mais il y a aussi un enchaînement d'agentivité des dirigeants de Sanofi, de licencier des gens, d'avoir des aides d'impôts, et du coup, on revient à cette notion de balance. Il y a eu du bol, entre guillemets, pour le 11 septembre, mais il y a aussi les Américains qui ont envahi l'Irak, qui ont envahi l'Afghanistan, et du coup, qui ont créé un contexte aussi qui a nourri une sorte de pensée extrémiste, etc., etc. Mais évidemment que cette complexité, on ne peut pas tous la maîtriser. On revient à cette notion de vouloir penser par soi-même. Je ne peux pas être un expert géopolitique du Moyen-Orient sur la relation des talibans avec les Américains pour se battre contre les Soviétiques, puis après les Américains qui se barrent, la chute de l'Union soviétique, le vide politique qui se crée, les différents régime de l'Afghanistan, puis le commandant Massoud, puis Massoud qui se fait assassiner, etc. Je connais parce que je suis d'origine libanaise, pas parce que je suis un expert du truc, donc ça m'impacte dans ma vie personnelle et familiale. Et en même temps être expert sur Sanofi et les compagnies pharmaceutiques, etc. Et en même temps être expert sur l'ARN messager et les vaccinations, et en même temps être expert sur les trucs du Lancet et comprendre comment vérifier une base de données, et en même temps, etc., etc., etc. Et du coup, à un moment, pour des raisons de parcimonie, personne, hein, même dans la sphère sceptique qui n'arrête pas de vulgariser ça. On parlait tout à l'heure d'intelligence collective, on est à fond dedans. Moi, je sais par exemple qu'il y a des gens comme Doc Primum, lui à la base, il est chirurgien maxillofacial. Alors même s'il a de grandes connaissances en médecine et en lecture d'études scientifiques, parce que c'est son métier, sa passion, etc., et qui fait de la vulga, il se réfère à des biologistes, il se réfère à des gars spécialistes de l'ARN, etc. Et on communique tous entre nous. On a même parfois des groupes WhatsApp, des trucs comme ça, quand il s'agit de vulgariser. Donc on est en permanence sur des choses. Par exemple, je lui posais une question l'autre jour sur la PCR, il m'a dit ça, il faut plutôt que tu vois avec ce compte Twitter, et j'ai envoyé mon message au compte Twitter. Il y en a qui sont spécialisés que sur les vaccins, c'est le cas des Vaxeuses, que je salue, qui est un groupe génial, qui débunk absolument toutes les théories anti-vax du complot. C'est encore une fois là la notion d'intelligence collective spécifiquement mais même sur le 11 septembre, de manière générale. Sur le 11 septembre, il faut avoir des spécialistes en politique internationale, en politique intérieure, en service de renseignement, en physique des métaux, en ingénierie des bâtiments, dans le génie civil, les avions, l'aérospatial. C'est juste, quand les gens disent je suis un expert du 11 septembre, ça fait rire parce que c'est pas vrai. Donc, c'est encore une fois sur n'importe quel grand phénomène qui peut changer la face du monde, sur lequel on a un nombre considérable de données, il faut fatalement une tribu d'experts. Et c'est. Et il y a d'une part ça, et d'autre part, justement, l'incapacité aussi à se représenter. Mais ça, j'ai coupé Albert, donc je vais laisser finir. Mais c'est sur tu parlais tout à l'heure des hasards. Si après on y revient, Et du coup, paradoxalement, plus un sujet est complexe, et plus on peut lui attribuer le sens qu'on veut. Parce que plus c'est complexe, plus je peux boucher les trous basés sur mes croyances. Et du coup, si moi, je suis quelqu'un qui croit que, je sais pas, les États-Unis sont gérés par le Deep State, un truc comme le 11 septembre, c'est presque de l'eau bénie pour moi. Je vais créer un site comme, je sais pas, Reopen 9/11, et je me dis, je suis expert de tout, et je bouche ces trous
comme je veux, quand je veux. Genre, ça devient une sorte de la totale, oui. Rip tes mentions Twitter, rip ta boîte mail. J'ai pas de Twitter, T'as j'ai pas de rien. Twitter? Ah, mais bien, tu as de la chance, parce que tu ne connais pas la Si, pugnacité je de Reopen connais. Eleven. Tu C'est connais pour de ça. réputation, Oui, d'accord. bien sûr. Du coup, je peux pas ripper rien du tout, sinon je ne les aurais pas mentionnés. Mais du coup, ça devient vraiment un truc énorme parce que c'est un sujet hyper complexe. C'est pour ça qu'on a des théories sur des vaccins, sur des choses qui sont, comme disait Clément, qui ont besoin de beaucoup, beaucoup de personnes. On n'a pas de théorie du complot sur, je sais pas, le velcro, les scratchs. On n'a pas de théorie du complot sur le Rubik's Cube parce que c'est... Alors, si, il y a une théorie du complot sur le velcro. Ah, bah, je le connaissais Parce pas. que le velcro a été inventé peu après 47 et j'ai lu sur les sites d'ufologues que c'est les aliens de Roswell qui nous l'ont apporté. Le velcro est une technologie Alors, extraterrestre. j'ai acheté récemment du scotch velcro. Non, mais c'est quand même Je énorme suis parce que hyper fan. t'imagines que les mecs au niveau avancé technologique, ils viennent se poser en soucoupe, mais ils descendent et ils disent, regardez les gars, voilà, ça valait le coup ou pas? On a bien fait de venir. Hein, voilà, c'est voilà. super. J'ai Comme ça, appris vous quelque pouvez chose. lasser vos Du coup, godasses, ça fait plaisir. On pourrait même faire tout ça, mais ce que je dis, c'est qu'il y a une sorte de fonction proportionnelle. Plus un sujet est complexe, et plus on peut lui attribuer le sens qu'on veut. Plus un sujet est nouveau. Et en gros, le mot secret, c'est plus un sujet incertain, et plus je peux lui attribuer le sens que je veux. Et du coup, plus on a, avec un monde qui se complexifie parce qu'on est exposé à beaucoup de choses, j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre pour pouvoir donner le sens que je veux aux choses. Et le défi, c'est quelque part ne pas avoir d'opinion. C'est de me dire, bah, sur ce sujet, en fait, moi, dans ma vie quotidienne, franchement, je sais pas moi, la physique quantique ou les vaccins ou le traitement, l'hydroxychloroquine, je ne suis pas du tout dans une position où je vais traiter des gens. Je ne suis pas médecin, je ne vois pas de patients COVID+, je ne vais pas faire de prescription. Et du coup, peut-être que ce serait bien que sur ce sujet, je n'ai pas d'opinion. Et ça, c'est un peu compliqué. Et on ne sait pas trop encore pourquoi, mais c'est un peu compliqué. À ce niveau-là, est-ce que le fait d'avoir un nombre de tribunes qui se sont multipliées avec le temps, moi, pas en remettant ça sur le dos des réseaux sociaux, mais c'est vrai que la multiplication des tribunes, est-ce qu'elle n'entraîne pas chez certains presque une nécessité de donner son avis où on voit parfois des gens qu'on invite sur les plateaux de télévision qui, comme tu viens de le dire, ne sont pas particulièrement des experts, mais à qui on va demander leur avis sur à peu près tout et n'importe quoi, parce que c'est la personne à voir, quoi. J'ai oublié juste avant, je voulais rebondir sur quelque chose que disait Clément sur le fait que, par exemple, lui, quand il veut, il demande une question aux vaxeuses, etc., parce que aussi, Clément a une sorte de popularité où des personnes lui posent des questions. Et ça, c'est super. La question, c'est pour les personnes lambda, elles font comment? Voilà. Parce qu'elles n'ont pas accès à pouvoir questionner, sinon. Et du coup, comment est-ce qu'on reproduit ce que Clément décrivait dans notre vie personnelle? Et est-ce qu'à un moment, on devrait accepter que sur certains sujets, je n'ai pas accès aux vaxeuses, elles ne peuvent pas me répondre, elles ne peuvent pas répondre à tout le monde, je devrais ne pas avoir d'opinion. Et du coup, pour revenir à cette question, oui, absolument. C'est sûr que Clément vient de le prouver. Grâce à Internet et tout ça, on a découvert qu'il y a des théories du complot sur le scratch. Alors que ça, sans Internet, je ne pense pas qu'on saurait que cette théorie existe. Oui, je ne pense pas non plus. Mais c'est paradoxal parce qu'on a effectivement un portée digitale, pour une fois que j'emploie bien le mot, à portée de quelques clics et de quelques mots-clés, toute la connaissance du monde en permanence dans notre poche. Et à la fois, il n'y a jamais eu une aussi mauvaise utilisation de ça et une aussi grande fainéantise intellectuelle. Mais je pense que d'une manière générale, dans le cas présent, on parlait tout à l'heure de voilà, moi, par exemple, je suis un ultra crépidarianiste, comme dirait Étienne Klein, c'est-à-dire qui parle au-delà de la chaussure, c'est-à-dire qui parle de choses dont il ne connaît pas, mais en permanence. Moi, je suis issu avec un bac littéraire. Vous me demandez bien que l'épidémiologie et l'ARN messager, j'ai appris ça il y a 6 mois. Mais donc, ce qu'il faut faire, c'est éviter justement les biais. Et quand on sait que le Dunning-Kruger existe, on n'est pas à l'abri de tomber dedans pour autant, mais on peut s'en méfier davantage. Et moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est justement toujours me renseigner et quand j'étais convaincu de quelque chose, me demander pourquoi j'en étais convaincu. Et il y a des erreurs que j'ai faites lors de la pandémie de la COVID-19 parce que je pensais des choses, parce qu'en fait, je les avais liées par rapport. Alors après, ça, c'est
faudra demander à Albert comment ça se passe là-dedans, mais en gros, j'ai dû avoir une information A, une information B, j'ai fait un lien logique entre les deux alors qu'il n'y en avait pas, notamment par rapport à la chloroquine, par rapport à des choses ça. Et donc, du coup, en fait, lorsque après j'ai peaufiné les sujets, lorsqu'on vient me poser une question, c'est aussi pour moi l'occasion de conforter mon savoir. Il faut jamais avoir peur de dire je ne sais pas, il faut jamais avoir peur de ne pas donner de réponse à quelqu'un, mais à la fois, si les gens viennent chercher la réponse chez moi, c'est qu'ils m'ont identifié comme un gage de qualité. Et moi, j'ai toujours une angoisse, mais qui est limite de l'ordre du paternalisme un peu con, qui est de dire que si moi, je ne lui donne pas la réponse, il pourrait aller chercher quelqu'un qui est moins rigoureux ou scrupuleux que ma gueule. Alors, il pourrait aussi la chercher chez quelqu'un qui l'est plus, hein, mais en l'occurrence, c'est délicat. Donc, j'essaie autant que faire se peut de répondre un maximum aux choses que l'on me demande, spécifiquement quand c'est sur des domaines de compétences, ou alors de renvoyer, de mentionner parfois sur Twitter des comptes qui peuvent répondre, etc. Et quand on établit une... Et c'est ça la confiance, et c'est aussi en partie pour ça, je pense, que les gens n'ont plus vraiment confiance aujourd'hui aux chaînes d'infos, parce qu'à force d'inviter des experts de plateau qui n'en sont pas, eh bien, on a tendance à généraliser de manière générale. Je pense que c'est dans nos habitudes cognitives, la généralisation abusive. Et dans le cas présent, les gens vont jeter un discrédit sur un média à cause de personnes qui ont parlé à tort et à travers sur les plateaux, quoi. Donc, le rôle de la validation de l'information et de la confiance accordée à la source, elle est cruciale dans notre société. Et malheureusement, elle est parfois prise par-dessus la jambe. Merci. Le temps tourne et je vais quand même prendre peut-être quelques questions qui nous sont parvenues au fil de la discussion. Alors ici, j'en ai une qui est bien spécifique pour Albert. C'est bonjour, le striatum, organe de notre cerveau, semble jouer un rôle important lors de certaines déviances du comportement. J'ai souvent entendu M. Mokaiber, mais il ne me semble pas n'avoir entendu parler de cette composante du cerveau et de son fonctionnement ou de son dysfonctionnement et de ses conséquences. Qu'en est-il exactement? Le striatum. On ne m'a pas entendu parler du striatum, on ne m'a pas entendu parler des ganglions de la base, on ne m'a pas entendu parler du noyau accumbens. Moi, je n'ai jamais entendu parler de la glande pituitaire. Je sais pas si parce qu'il y a l'âme qui est dans la glande pituitaire, c'est pour ça que je n'ai pas entendu parler. Et dans la glande pinéale, il y a les capacités des médiums, apparemment. Ah oui, pardon, la glande pinéale. La glande pinéale, les capacités des médiums. Voilà. En fait, j'essaye autant que je peux. En fait, quand on fait de l'explicitation ou de la vulgarisation, faire très attention de comment est-ce qu'on explique. Et pour moi, c'est tout le temps ma responsabilité et jamais la responsabilité de la personne qui écoute. C'est-à-dire, j'ai besoin de faire un travail de prédigestion pour être sûr que je ne suis pas en train de sursimplifier. Un auteur que j'aime beaucoup s'appelle Stanislas Lem. Il disait une sursimplification sur des choses importantes ne vaut pas mieux qu'un mensonge. Et il y a cette volonté, quand on fait des neurosciences, de vouloir parler des aires cérébrales. On a cette partie. Et du coup, le striatum fait partie de ces... Ou par exemple, beaucoup sur les neurotransmetteurs. À Facebook, c'est une addiction à la dopamine. Si je suis triste, c'est la sérotonine, etc. C'est une sorte d'essentialisation, de réductionnisme mécanique du cerveau. Et effectivement, le striatum, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont lier le striatum à beaucoup de choses sur notre incapacité à faire face au changement climatique, sur l'égoïsme, sur la récompense, etc., etc. On est beaucoup plus complexe que ça. Le striatum est impliqué effectivement dans certains circuits de la récompense, mais pas moins essentiellement au niveau des phénomènes d'addiction, il me semble, du coup. Par exemple, mais pas seulement. Ça fait partie d'un circuit sur des addictions. Le striatum est impliqué dans les troubles bipolaires, dans le trouble Parkinson, dans certaines... La maladie de Huntington aussi. Peut-être. C'est potentiel, genre. J'imagine que ça pourrait être impacté, même si je ne connais pas, sur certaines formes du spectre autistique, mais il faut faire très attention de ne pas prendre un comportement complexe et le réduire à une base biologique. Mais surtout qu'il s'agit de mécanismes cérébraux. Surtout quand il s'agit de mécanismes aussi sociétaux complexes. Par exemple, de dire l'addiction de Facebook, c'est à cause des likes, de la sérotonine, et oublier, par exemple, que ça a un coût social. Par exemple, je ne sais pas, si Clément veut faire de la vulga, c'est très compliqué de ne pas être sur Twitter, ou si moi je veux faire une start-up, c'est très compliqué de ne pas être sur Instagram. Et du coup, on est en train d'invisibiliser des facteurs externes, systémiques, sociaux,
quand on est en train de dire « Ah, bah, les gens, ils sont sur Facebook parce qu'ils veulent leur dose de sérotonine », ou bien « On ne fait rien pour le réchauffement climatique parce que c'est notre striatum qui n'arrive pas à gérer ça », ou bien « On ne va pas s'entraider parce qu'on est câblé pour ça ». Cette notion de nature humaine, quand on va utiliser l'anatomie cérébrale, est quelque chose dont moi, je me méfie énormément, justement parce que on ne pense pas que c'est comme ça que ça marche. Il faut faire très attention quand on prend un article scientifique de tout le temps garder en tête comment est-ce que ça s'inscrit dans un modèle théorique. Du coup, oui, on peut trouver un article scientifique qui dit le striatum est impliqué dans des comportements d'égoïsme ou dans des comportements de récompense ou dans des comportements d'addiction. Mais ça ne veut pas dire qu'on est addict à cause de notre striatum. Et du coup, il faut voir comment est-ce que ça s'inscrit dans un modèle théorique, quelles sont les boucles de rétrocontrôle, quels sont les autres neurotransmetteurs impliqués, etc., etc. Et ça, on n'a pas encore des modèles théoriques hyper poussés pour qu'on puisse expliciter, vulgariser ces choses sans être dans cette sursimplification. Et du coup, pour revenir à la question, les dysfonctionnements du striatum, quelles sont ses conséquences? C'est sûrement pas juste être égoïste. Ça dépend de comment est-ce que ça dysfonctionne, avec quoi, avec quelles autres cérébrales. Le striatum est fait de plusieurs parties. Il y a les noyaux codés, il y a le striatum ventral, il y a le striatum dorsal, les noyaux accumbens, etc. Je n'ai pas toute l'anatomie en tête, mais c'est important de se méfier à chaque fois qu'on va prendre un comportement complexe et le réduire à soit une aire cérébrale, soit un neurotransmetteur. L'amour, c'est l'ocytocine, etc., etc. Parce que derrière aussi, il y a tout un business. Vous pouvez aller se taper sur Amazon sérotonine, et on vous vend des capsules de sérotonine, des capsules d'ocytocine, des trucs de booster votre dopamine, etc., etc. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. Il ne faut pas tomber dans ce réductionnisme qui souvent, encore une fois, est hyper individualisant et invisibilise beaucoup de facteurs systémiques, politiques, sociétaux qui sont beaucoup plus riches à prendre en compte. J'ai écrit une tribune, j'écris des chroniques dans l'Express une fois par mois, et j'ai écrit une tribune sur ce point qui était sur la sérotonine. Je ne sais plus c'était quoi le titre, mais je peux vous le dire. Et si ça intéresse la personne qui pose la question, elle peut aller lire la chronique. Information sur la tribune. Du coup, l'article s'appelle Dopamine, mythe et vérité. C'est un peu le même concept. Ça aurait pu s'appeler striatum, mythe et vérité, sérotonine, mythe et vérité, glande pituitaire, mythe et vérité. Noyau accumbens, mythe et vérité. Noyau accumbens, mythe et vérité. Voilà. Alors, il y a une question aussi qui est assez intéressante qui nous est arrivée, c'est par rapport au paradoxe de se dire on ne peut pas tout contrôler. Si ce n'est qu'on le dit, c'est souvent la peur qui va nous mener à peut-être à des biais cognitifs et à une forme de repli sur soi. Sauf qu'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'on ne connaît pas certaines choses, est-ce que ça ne va pas induire une forme de peur et donc, par effet rebond, nous renvoyer vers un enfermement ou en tous les cas une tentation vers les biais cognitifs? Est-ce que ce n'est pas un problème lié à se dire on ne peut pas tout contrôler, ok, mais comment dire je ne peux pas tout contrôler et ça ne me fait pas peur? Je travaille sur réhabiliter l'incertitude. Je pense pas que les gens ont besoin d'être rassurés. Je pense pas que les gens ont besoin de réponses, etc. On peut très bien gérer l'incertitude. Après, sur cette notion de peut-on contrôler ou pas, j'essaye tout le temps de revenir sur des modèles théoriques. C'est un peu macabre, les modèles théoriques. Il y a un concept qui s'appelle le locus de contrôle. On a tous une sorte de variante qui va dans ce qu'on appelle un locus de contrôle interne, un locus de contrôle externe. Le locus de contrôle interne, c'est toutes les choses que je contrôle dans ma vie. Le locus de contrôle externe, c'est les choses qui m'échappent. Et on a des moyens pour essayer de juger. Et malheureusement, quand on évalue mal nos locus de contrôle interne, ça ouvre plein de problématiques. Par exemple, si je considère que je contrôle tout, je peux tomber dans des formes d'illusion de connaissance, des formes de contrôle freak, de micromanagement. Et ça peut créer beaucoup de frustration. Quand je sens que je contrôle rien, c'est associé à des formes de dépression, à des formes d'impuissance acquise, à des formes de justification externe. Et du coup, les biais rentrent là-dedans. Encore une fois, les biais cognitifs sont tout le temps contextuels. Quand j'ai par exemple une appréciation d'un locus de contrôle externe, donc que je ne contrôle pas, alors que je pourrais contrôler, il y a certains biais qui vont se mettre en place pour justifier cela. On peut penser par exemple à certaines discriminations de genre. Par exemple, pendant longtemps, on pensait que les filles étaient moins bonnes que les garçons en maths. Et après, on a découvert que c'était à cause de sortes de pseudo-effets Pygmalion,
où on envoyait aux petites filles des sortes de projections qu'elles sont mauvaises en maths et du coup, ça a impacté leur performance. Et quand on fait ces corrections, elles reprennent un locus de contrôle interne et réussissent. Et on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment de différence sur les compétences en mathématiques entre les hommes et les femmes. Et l'inverse est aussi vrai. Quand je pense que je peux tout contrôler, je peux, par exemple, ne pas me soigner quand j'ai une maladie grave parce que je me dis, je vais méditer et je vais contrôler mes chakras et mes énergies et je vais guérir de mon cancer en faisant de la méditation. Et du coup, il y a tout un champ de recherche sur ces notions de locus de contrôle. Qu'est-ce que je contrôle pas, et surtout comment est-ce que je fais la part des choses. C'est une notion qui est très ancienne. On peut même lier ça à la philosophie, au stoïcisme, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, ou plus récemment une prière qui s'appelle la prière de la sérénité, qu'on attribue faussement à Marc Aurèle, mais qui est beaucoup plus récente. C'est le fameux « donnez-moi la force de changer ce que je peux changer, le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer, et la sagesse de faire la part entre les deux pour faire une platitude ». Parce qu'il faut tout le temps faire une platitude quelque part. C'est un peu cette notion de locus de contrôle. Qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je ne peux pas changer, mais surtout, comment j'évalue. Et les biais cognitifs vont venir s'activer ou pas, selon cette notion de contrôler ou pas. Et des fois aussi, c'est qu'est-ce que je peux contrôler chez les autres. Une grande partie de la prestidigitation, j'ai du mal à dire le mot, mais je suis sûr qu'il peut le dire mieux que moi. C'est aussi comment contrôler l'attention de mon audience. Ça ne concerne pas des masses déjà, parce que prestidigitation, il y a presto, digi pour les doigts. Donc, c'est plutôt les manipulateurs de balles de mousse et des trucs comme ça. C'est de l'illusionnisme, mais ce n'est pas la prestidigitation. Mais même je pensais vraiment plus à ces balles de mousse, etc. C'est contrôler l'attention du spectateur, mais aussi les histoires internes qui est en train de se raconter. Je prends une balle de mousse, je la mets dans ma main et je sais que je suis en train de contrôler ce que l'autre est en train de se dire. Il se dit que j'ai mis la balle dans cette main, elle n'est pas là, elle est encore là, etc. Oui, il y a un temps d'avance psychologique qu'on retrouve aussi en mentalisme. Il y a un temps d'avance psychologique en fait qu'on retrouve souvent en mentalisme, ou bien souvent quelques secondes avant la réalisation, lorsque l'on va créer des mécanismes de parenthèse d'oubli, etc. On a déjà ce que la personne a dans la tête et on s'apprête juste à la révéler avec des formes. Voilà. Du coup, je laisse Clément enchaîner. Oui, non, mais c'est ça, c'est que on a alors sur le contrôle. Plus généralement, je ne pense pas qu'il y ait une grande peur du contrôle, de l'absence de contrôle. Il peut y avoir une peur de l'absence de contrôle. Enfin, moi, personnellement, je suis ce que mes amis m'appellent un control freak dans le métier. Donc, c'est vrai que je suis obsessionnel de certaines choses. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi ça chez des scientifiques, je pense, pour qui les paramètres, c'est la liberté et qui redoutent tout sauf l'absence de variables. Qui redoutent rien, sauf l'absence de variables. Mais c'est un peu cliché. Je pense que, d'une manière générale, c'est une réalité. Et en fait, c'est surtout l'admettre qui peut être parfois long. Mais peut-on tout contrôler? La réponse est non. Point barre. Voilà, au moins la conférence est finie, on le sait. Donc, ce qui fait que ce ne serait pas souhaitable, surtout. Et ce ne serait pas souhaitable en plus, parce que quel monde cela donnerait? Un monde assez dénué de magie, dû au hasard des rencontres, etc. Mais du coup, par exemple, je ne sais pas, pour moi, c'est quand on prend comme évidence et quand on dit avec un présent de vérité générale, nous ne pouvons pas tout contrôler, en avoir peur, ce serait comme dire le soleil est l'astre qui nous éclaire, et j'en ai peur. C'est juste une réalité factuelle du monde dans lequel on vit. Donc, partant de là, lorsqu'on l'a appréhendé tel quel, il n'y a pas à en avoir peur, il y a à vivre avec. Alors, il y a une autre question qui vient de surgir tout à coup, c'est tous les deux, est-ce que vous vous inscrivez dans une démarche qu'on pourrait appeler militante par rapport à l'esprit critique? Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous vous voyez comme des militants? Question qui nous est arrivée sur le chat. C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui... En fait, il fut un temps, quand j'ai parlé d'apolitisme, on m'a ri au nez en me disant tout est politique et avec une espèce un taux de péremption assez fort. Je n'ai jamais eu de débat avec personne sur cette question-là et je suis prêt à contre-argumenter le contraire. Au niveau du militantisme, oui, sans doute qu'on doit s'inscrire dans Enfin, moi, en tout cas, la volonté de rendre la société plus rationnelle est en soi probablement un objectif un peu politique, ou du moins qui après va toucher à des applications politiques qui, moi, ne me concernent pas chez la personne. Je ne m'intéresse absolument pas à des idées sur la société. Il n'y a pas de partisanisme là-dedans. Mais oui, il y a sans doute une démarche militante. Est-ce que les scientologues qui recrutent de nouveaux adeptes sont des militants? Oui, d'une certaine manière, de leur cause. Le scepticisme étant une cause qui me semble, à ma petite échelle, bonne pour l'humanité. Je pense que si le monde entier avait
juste un petit bagage de rationalité, juste avec, je sais pas, 2-3 outils comme le rasoir d'Occam et 2-3 trucs comme ça, on vivrait tous beaucoup mieux. Par conséquent, oui, ça serait dans une sorte de militantisme, mais le mot est souvent connoté à de la politique, et je pense que c'est quelque chose de... Moi, je suis partisan de mettre en avant, même sémantiquement, d'abord ce qui nous unit de ce qui nous divise. Pour moi, il y a pas de chrétiens français ou de musulmans français. Il y a des Français chrétiens et des Français musulmans. Et il y a des humains Français chrétiens et des humains Français musulmans. Je suis partisan de mettre d'abord en avant ce qui nous unit et après ce qui nous divise. Donc, partant de là, si j'étais dans une démarche vraiment militante, je me couperais aussi une certaine partie de la population. Il y a des gens qui ont envie de croire que je suis un super psy. Il y a des gens qui ont envie de croire que je suis le Patrick Jane de la vraie vie, le Sherlock Holmes de la vraie vie, que tout ceci n'est pas truqué, que j'ai un cerveau génial, même quand je leur dis l'inverse. Et je ne peux pas leur en vouloir, en fait, parce qu'il y a un moment donné où peut-être qu'il y avait un besoin de... Alors, on pourrait dire qu'ils flattent mon ego, que du coup, ça m'arrange. Non, ça m'est déjà arrivé d'expliquer aux gens, non, mais je vous explique, en fait, il y a vraiment de l'illusionnisme derrière, il y a des choses qui sont truquées. Et les personnes ont l'air de... Comme si, en fait, comme ça leur passait là, et non, mais vous êtes quand même quelqu'un, vous êtes trop modeste, vous êtes trop humble, vous êtes quelqu'un de brillant. Est-ce que je vais aller jusqu'à lui montrer le secret de mes tours pour qu'il comprenne ce que j'ai à lui dire? Je ne sais pas, mais ça m'est déjà arrivé de tomber sur des gens Et c'est toujours très compliqué d'avoir ce rapport-là aux autres. Et donc, il y a un moment donné, je pense, où ma volonté fait, le rapport à l'humain prend le pas sur le rapport à la vérité, je pense. Et le militantisme s'arrête là, en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive et croit au médium, effectivement, je vais tenter de faire en sorte à ce qu'il ne se fasse pas arnaquer. Par contre, quand quelqu'un arrive et croit un peu à la réincarnation parce qu'il a perdu sa mère jeune et il a envie de croire que l'oiseau qui mange à la mangeoire en face de chez lui, c'est sa mère, etc. Je suis pas vraiment dans une logique militante, quoi. Je ne sais pas si c'est bien compréhensible ma réponse, mais il y a ce genre de choses, quoi, voilà. Mhm. Moi, Et je vais faire Albert, par rapport à une réponse. cette idée de militantisme, Euh, Moi, je considère, ce serait intéressant peut-être de faire un débat avec Clément sur le sujet, parce que je considère que tout est politique, ou en tout cas très peu de choses ne le sont pas. Et du coup, oui, j'ai une démarche absolument militante. Pour moi, ce serait beaucoup plus simple si tout le monde disait c'est quoi sa démarche militante, dans le sens militante. Pour moi, militante et politique, c'est pas un truc genre nécessairement genre de parti politique, etc. On oublie des fois c'est quoi la politique, c'est quoi la démocratie, tout ça. On oublie les mots des choses. La politique, ça vient de police et de citoyens et de la ville. C'est comment est-ce que des humains s'organisent entre eux dans un monde qu'ils veulent créer. Et pour moi, on est tous Oui, tout le temps en train de faire de la politique au sens où en on ce est en sens, train je d'essayer, comprends. on est juste en train d'essayer de pousser sur un monde. Et pour moi, la science est tout le temps teintée de politique dans le sens où un chercheur a besoin de poser une question. Pour que cette question émerge, il y a des filtres subjectifs du chercheur. Pourquoi est-ce qu'un chercheur va s'intéresser à Alzheimer et pas à l'autisme, Oui. à chercher, par exemple, si on reprend l'exemple des maths et des filles, c'est un sujet très intéressant qui montre combien la coloration. Donc, dans les années 60, il y avait ce truc où la bosse des maths, les mecs sont meilleurs que les filles. Et du coup, les chercheurs ont fait un protocole objectif où ils ont donné le même exercice de maths à des garçons et des filles et ils voyaient que les garçons réussissent mieux que d'autres. Ils disaient, ça, c'est pas de la politique, c'est des faits, c'est des preuves. Genre, les garçons, avec le même exercice de maths à un niveau similaire, les garçons réussissent mieux que les filles les maths. Et du coup, les chercheurs sont arrêtés là parce qu'il y avait cette croyance politique, quelque part, et encore une fois, politique, pas au sens gauche-droite, au sens des valeurs, des histoires qu'on se raconte, de ne pas pousser le bouchon plus loin. Dans les années 80, quand il y a eu une sorte d'essor d'autres branches de la science, parce que, comme disait Clément, la science, c'est quelque chose de collaboratif, etc., et on a découvert certaines formes de biais, certaines formes d'effets Pygmalion, etc., les chercheurs ont voulu répliquer la manip, mais leur subjectivité était d'essayer de penser contre leur cerveau, de pousser le bouchon un peu plus loin. Du coup, ils ont refait la même chose, donné le même exercice de maths à des petits garçons et à des petites filles. Ils ont rajouté un petit truc. Dans la consigne, ils ont dit cet exercice, c'est des maths de meufs. C'était pas vrai, hein? Mais cet exercice a été designé pour que ce soit des mathématiques plus facilement résolvables par les filles. Et c'était pas vrai, c'était le même exercice qui avait montré que les garçons réussissent mieux que les filles. Et quand ils ont fait ce changement de le paradigme, ils ont découvert que la différence de performance disparaissait et que les petits garçons et les petites filles réussissaient de la même manière. Et du coup, ce que j'essaye de dire souvent, c'est que la méthode scientifique est objectivante,
Mais le questionnement scientifique est subjectif. On a aujourd'hui l'image du scientifique qui est un peu hyper rationnel, hyper neutre. Moi, quand j'ai grandi, le scientifique, Albert Einstein, la photo la plus connue d'Albert Einstein, il tire la langue, il a les cheveux en pétard. C'était plus le scientifique fou qui fait tout et n'importe quoi. Benjamin Franklin, il était tellement fasciné par la foudre qu'il a construit un cerf-volant avec un fil de fer, avec une clé. Il est sorti dans un orage pour essayer de choper la foudre dans une bouteille. C'est complètement dément. Pour moi, la science, c'est une fascination qui nous bouffe de l'intérieur du monde naturel. J'ai besoin de comprendre comment ça marche. Et ce truc qui me bouffe de l'intérieur, c'est hyper émotif, c'est hyper passionnel. Il faut évidemment que c'est teinté par ma vision personnelle. Et pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est ça qui rend, en tout cas, mon métier, les neurosciences, les sciences cognitives intéressantes, c'est que je ne sais pas. Et évidemment que j'ai une démarche militante sur ce sujet. Évidemment que mes valeurs personnelles, Clément, par exemple, quand il parle de ce qui unit et pas ce qui divise, etc., c'est une manière de voir le monde qu'on pourrait mettre sur une sorte de continuum idéologique, qu'on parle d'individualisme versus de vivre plus en communauté. Est-ce que l'homme est un animal social? Est-ce que l'homme est un loup pour l'homme, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que dans les sciences cognitives, il y a une branche qui est avec des philosophes. Quel monde est-ce qu'on est en train de créer? Et du coup, je ne suis pas sûr qu'appeler à l'objectivité peut tout le temps nous aider à résoudre ces questions. Et encore une fois, on ne devrait pas avoir peur des mots, de si c'est politique, c'est automatiquement biaisé et c'est automatiquement genre dichotomique, etc. Non, j'ai ma vision des choses. Je veux œuvrer pour un monde où il y a moins d'inégalités, où il y a une circulation libre des connaissances scientifiques. Je suis un militant et j'ai aucun problème à l'assumer sur le open science, que les données soient libres pour tout le monde. Je suis contre Elsevier, je suis pour Sci-Hub, je suis pour l'accès gratuit des articles scientifiques, je suis pour qu'on puisse faire tomber dans le domaine public une grande partie des découvertes des scientifiques. Je pense que c'est très dangereux qu'une grande partie des chercheurs bossent dans des boîtes privées comme Microsoft ou Google ou des grosses boîtes qui sont derrière et plus dans des universités. Je suis pour que la recherche publique soit financée à hauteur de beaucoup plus d'argent que c'est le cas. Ça me fait très peur que s'il y a un autre Albert Einstein, ils sont en train de bosser dans une boîte privée. Et du coup, évidemment que je suis hyper militant, je suis hyper biaisé sur ce sujet, je suis hyper subjectif sur ce sujet et je ne m'en cache absolument pas une seconde. Alors, il y a juste un truc vis-à-vis de ça. Il faut comprendre que il y a, oui, au sens purement littéral, politique, ça vient de politikos, ce qui veut dire qui sait parler au peuple, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et en ce sens, ben, je suis un homme de scène, donc j'estime que je sais peut-être parler au peuple. Donc oui, peut-être qu'il y a un rapport à la politique en ce sens-là, oui. Sauf que comme d'habitude, ce sont des mots qui sont extrêmement teintés et qui veulent dire tout autre chose aujourd'hui. On entend souvent la politique politicienne. Et je parlais de militantisme, il y a un truc aussi très intéressant, c'est que bien souvent, les gens qui sont passionnés par le scepticisme ou ce genre de choses sont aussi passionnés, pas tous, et j'en suis la preuve, par des enjeux sociétaux, par le débat d'arguments, par le débat d'idées, par le militantisme sur des questions sociales, sur des questions d'ordre politique. Ce n'est absolument pas mon cas. Ces thématiques me font chier au plus haut point. Et on l'entend très bien de quelqu'un comme Alexandre Astier. Quand Alexandre Astier dit, par exemple, parce que c'est un artiste, il réalise des films, donc quand il dit je ne vais pas voter, leurs affiches m'exaspèrent, leurs discours, ils jouent tous mal et je suis en retrait de ça. On entend sans aucun souci, on dit oh là là, quel génie. Lorsque effectivement ce sont des gens comme moi qui le disent, alors qu'ils ont un rôle aussi à jouer dans la vulgarisation et dans la lutte contre les fake news, on entend ça sous un mauvais œil, on dit ouais, il ne veut pas trop se mouiller et on suspecte une arrière-pensée. C'est intéressant, c'est la raison pour laquelle moi je ne prends absolument plus part à rien. Et je vais juste donner un exemple vis-à-vis du tout est politique. Je pense pas que tout soit politique. Par contre, je pense que tout est vu à un moment donné ou à un autre par son prisme. Et je pense que ça revient aussi des intérêts personnels. Un exemple tout bête, je pourrais dire tout est mentalisme. C'est nul, mais ça ne veut pas dire grand-chose. L'autre jour, je passais à un stand de tir parce que je suis allé chercher une amie à moi qui fait du tir compétitif. Et en fait, je passe devant une lignée de gens qui tirent sur des cibles. Et j'ai cette idée, je me dis, purée, ce serait génial un tour de mentalisme où je prends 8 en vidéo, où je prends 8 tireurs au pistolet, ils tirent sur une cible, et à la fin, on ramène la cible, et au dos de la cible, j'ai fait des ronds à l'avance, à l'endroit où ils allaient tirer au pistolet, ce serait génial, ce serait surprenant. Quelqu'un qui n'est pas mentaliste, ou qui du moins n'a pas cette capacité, cette
je pars sous ton contrôle au niveau des mots bizarres, hein, en tout cas cette plasticité cognitive, cette espèce d'habitude de toujours chercher des tours en permanence dans tout ce qu'il voit et dans tout ce qu'il fait, n'y penserait absolument pas. Même quelqu'un qui voit tout le temps des spectacles de mentalisme et qui adore ça, et qui voit tous les jours des vidéos de Fabien Lucas, les miennes, etc., n'aurait pas cette idée-là parce que ce n'est pas son métier et qu'il n'a pas l'habitude de faire ça et qu'il n'est pas passionné par ça. Moi, c'est le mien. J'aime créer des tours avec tout ce que je vois. Et donc, c'est la première idée que j'ai eue. C'est pas, tiens, je vais prendre un pistolet, je vais tirer dedans, ou tiens, ça doit être dangereux, ou tiens, comment ça fonctionne. C'est, purée, ce serait génial qu'on fasse un tour de mentalisme avec des cibles. Et je pense que c'est pareil pour les gens qui passent leur vie à parler de politique sur Twitter, c'est que fatalement, à quelque chose, ils vont prêter une intention cachée, ils vont prêter quelque chose. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais il y a un aspect qui est celui-là, c'est que plus on est passionné de politique, plus on en voit de partout. Et il y a beaucoup de gens qui, dans les vulgarisations sceptiques, sont passionnés de politique. Et ce n'est absolument pas mon cas. Et c'est pour ça que parfois, on me prête des intentions que je n'ai pas, on me prête des accointances que je n'ai pas, on me prête des tas de choses. C'est généralement pas les mêmes d'ailleurs. C'est-à-dire, les gens de gauche me voient de droite et les gens de droite me voient de gauche. Moi, ça me fait rire. Les complotistes me voient macroniste. Donc, ça me fait beaucoup rire parce qu'on est tout le temps dans quelque chose où moi, tout ce que j'essaie de faire, en gros, c'est de vulgariser l'esprit critique et de faire en sorte de lutter contre les fake news. C'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça, en tout cas, sur le simple fait. Alors, si c'est ça, c'est une volonté politique, il y a une volonté politique, mais il n'y a pas vraiment derrière de militantisme. Moi, je ne suis pas sur Twitter, donc je n'ai pas les références de comment ça se passe sur Twitter. Moi, je parlais vraiment pour les personnes lambda, c'est-à-dire peut-être aussi, ça c'est mon vécu, je suis d'origine libanaise, où la politique est quelque chose. Malheureusement, la politique, quand on l'ignore, elle ne nous ignore pas. Du coup, si moi, par exemple, je veux m'en foutre de la politique, mais on vote des lois qui font que, je ne sais pas, il y a une réduction des visas donnés aux personnes étrangères, ça complique la tâche à ma mère de venir me visiter, parce qu'elle n'a pas de passeport français, et du coup, il faut qu'elle fasse un visa, etc., etc. C'est dans ce sens-là où je pense que tout s'intègre dans cette vie de la cité, des lois qui sont en train d'être votées, qui nous impactent. Je peux me dire, moi, je m'en fous, mais elles m'impactent quand même. Et je peux me dire, elle m'impacte, je vais gérer, mais je ne vais pas passer ma vie. Et quand je dis tout est politique, ça ne veut pas dire qu'il faut toute la journée parler de politique en tout et n'importe quoi, évidemment pas. Et peut-être que sur Internet, il y a une sorte d'hyper-politisation des sujets, mais je ne suis pas assez familier avec comment ça se passe. C'est pas trop... Bon, je ne m'y connais pas, en fait. Mais pour moi, tout est politique dans le sens où c'est une démarche militante. La science est quelque chose de politique. Pour refaire le lien avec l'exposition et avec ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est toute cette difficulté qu'on peut avoir finalement à comprendre le contexte de l'autre. Comme Clément vient de le dire, l'autre vit dans un tel contexte et il va appliquer sa propre grille à un moment donné de lecture par rapport à un tour de mentalisme ou à une prise de position ou à une vidéo qui débunk le comportement de l'un ou l'autre charlatan. Il va y appliquer sa propre grille qui n'est évidemment pas celle que Clément, vous avez utilisé au moment où vous avez pensé votre vidéo, votre tour. Et de la même manière, Albert, vous allez vous appliquer une grille qui est effectivement davantage influencée par votre passé, votre position géographique, etc. C'est bien ça aussi, on ne peut pas tout contrôler. Point d'interrogation, ben non, on ne peut pas tout contrôler parce qu'on ne peut pas non plus avoir toutes les données. C'est impossible d'avoir toutes les données pour appréhender vraiment une situation dans son ensemble. Et moi, c'est ça vraiment qui m'intéresse, c'est quelles sont les histoires qu'on se raconte. C'est-à-dire, un des ancêtres des biais, d'où découlent tous les biais, s'appelle le biais fondamental d'attribution. C'est que je n'ai pas accès à la vie interne psychique des gens, mais j'ai accès à ma vie interne psychique à moi. Et du coup, je juge les autres sur leur comportement, mais je me juge sur mes intentions. Moi, je sais qu'est-ce que je suis en train de me raconter. Du coup, quand moi, je vais dire, j'ai une démarche militante, il y a toute une vie interne psychique qui s'est construite que vous ne voyez pas. Et du coup, vous allez entendre, le mec dit que tout est politique. Alors que pour Clément, lui, il a une autre vie interne psychique, donc il dit non, parce qu'il a apparemment, on lui a attribué des bords politiques, alors que pas du tout, et c'est absolument son droit, et personne n'a le droit de décider à la place des autres de ce qu'il fait. Et du coup, il va raconter différemment. Et la question, c'est comment est-ce qu'on réconcilie cela? Et j'en profite parce que je vois une question qui a émergé sur le Q&A, et du coup, je vais juste la prendre. C'est pourquoi ne pas refusionner les études de philo et de sciences? Parce que c'est ça, les sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est un domaine qui a émergé, qui a dit, on a étudié l'humain de plusieurs parties séparées. Donc, il y a des neurologues qui étudiaient la biologie ou la neuroscience, la psychologie qui étudie l'appareil psychique, la philosophie qui étudie les questionnements existentiels, la linguistique qui étudie comment on parle, l'anthropologie qui étudie notre espèce, la sociologie qui étudie. On a besoin d'avoir des modèles théoriques cohérents et du coup, les sciences cognitives, c'est un peu
toutes ces disciplines qui bossent ensemble parce que c'est complexe un humain et du coup, c'est des sociologues, des philosophes, des psychologues, des neuroscientifiques, des linguistes, des anthropologues, des informaticiens parce qu'on a besoin de faire des modèles computationnels, etc., qui essayent de comprendre l'humain un peu sous toutes ses coutures de manière plus cohérente pour pouvoir fonctionner. Ce qui est bien avec Albert, c'est qu'il gère en même temps le Q&A. Non, c'est juste que j'ai ouvert et j'ai appuyé sur un bouton par erreur et j'ai vu, ah tiens, il y a une fenêtre que je n'avais pas vue. Alors, comme je le disais tout à l'heure, et comme je le dis chaque fois à chacune des rencontres, ces rencontres d'exercice dans l'art de la frustration, puisque le temps qui nous est imparti est en train de se terminer. Alors, je vais essayer, oui, et Albert aussi est en surveillance par rapport au temps qui passe. Je vais peut-être vous poser une toute dernière question qui, évidemment, va pas être évidente, puisqu'on ne peut pas résumer tout ce qu'on a fait et tout ce dont on a parlé. Le débat est tellement vaste. Mais on parlait tout à l'heure d'un socle commun. Alors, l'un et l'autre, à votre avis, quel serait l'outil ou un des outils essentiels pour avancer sur cette idée de construction d'un socle commun pour que les êtres humains, finalement, puissent bâtir quelque chose de l'ordre de vivre ensemble, finalement? Vaste question. Je ne sais pas si Clément veut y aller. Personne ne veut y aller, c'est terrible. Je pense c'est juste, vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est parce que j'avais un problème de micro coupé. Est-ce que, du coup, on peut, est-ce qu'on peut juste me remettre la question vite fait? La question, c'est de savoir, on parlait tout à l'heure d'arriver à avoir un socle commun pour pouvoir construire quelque chose. À votre avis, quel serait un des outils ou un outil essentiel qu'on pourrait commencer à mettre en place pour construire ce socle commun de réflexion? Au niveau du scepticisme scientifique ou au niveau de... Par exemple, du scepticisme, ou plus largement pour faire société et pour vivre ensemble, finalement? Mais ça pourrait être, moi, lorsqu'on remonte, lorsque je fais des débats ou des discussions, j'aime pas trop le terme de débat, avec des gens, lorsque je remonte plus ou moins la discussion, je m'aperçois qu'il y a toujours un axiome qui est celui de la confiance en son instinct. Moi, ça m'a valu 2 couples. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit que ce que l'on ressent est fatalement vrai, c'est-à-dire qu'on n'a aucune arme à la naissance pour se méfier de son raisonnement. Et ça ne nous est pas enseigné. Pour avoir fait le parcours de la première section de maternelle, à l'exception d'une classe sautée, mais pour avoir fait le parcours de la première section de maternelle à la terminale littéraire, personne ne nous dit à aucun moment que nos ressentis sont biaisables. Aucun de mes professeurs n'a employé le terme de biais cognitif, pas même la philo en terminale. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Si on veut faire de l'éducation aux médias, puisque c'est le terme un peu à la mode en ce moment, il faut d'abord faire de l'éducation à l'esprit critique. Il faut expliquer que nos ressentis, c'est-à-dire qu'on apprend au contraire à faire confiance à nos ressentis. C'est-à-dire les psychologues sont gavés de jeux émotionnels, de ludisme, de savoir qualifier, de savoir ressentir ses émotions, de surtout pas les refouler, etc. Alors sans doute à cause de croyances également psychanalytiques foireuses, mais en tout cas, on est claffi de trucs tout faits comme ça. Il n'y a jamais ce truc-là de se dire il faut parfois faire attention à ce que l'on ressent. Ça peut être totalement aux antipodes de la réalité, et plus on va s'engouffrer dedans, plus on va y rester bloqué. Et ça, pour moi, ça peut déjà être une base de socle commun. Se mettre d'accord sur un terrain qui est la méfiance de soi-même, et que tous les avis ne se valent pas, c'est déjà une base. Et ça devrait être enseigné. Ça devrait être un lot commun. Ce serait quelque chose sur lequel construire. C'est-à-dire que du coup, on serait plus attentif au pilier argumentatif sur lequel on bâtit notre argument qu'à l'argument en lui-même. La question, elle n'est pas est-ce que tu as lu une étude ou est-ce que tu as vu le truc, mais est-ce que tu te bases sur des données ou est-ce que tu te bases sur le témoignage BFM d'un mec qui dit qu'il sait les choses. Et donc, en fait, au-delà même de l'argument, il faudrait questionner la question des piliers. Et tout ça, l'épistémologie devrait être, parce qu'en plus, c'est super ludique l'épistémologie, donc ça devrait être vulgarisé et ça devrait être appris, à mon avis, dès le plus jeune âge. Et ça pourrait être, je pense, un socle commun pour les générations à venir, pas pour leur demander de penser pareil, mais de penser dans la même langue, en tout cas. Albert? Je pense que je rejoins ce que disait Clément, c'est que ça passe par penser contre son cerveau, comme disait Bachelard. Penser contre soi-même. Pour moi, l'esprit critique, c'est pas juste savoir détecter
les fake news, les biais cognitifs chez les autres, etc. C'est qui va me protéger de moi? On peut faire des cours pour apprendre à se protéger des autres, de la manipulation sur Internet, de comment vérifier ses sources, comment vérifier un article scientifique. Et je suis évidemment pour qu'on tente d'intégrer ça dans l'école, mais c'est aussi surtout qui va me protéger de moi. Et je pense que créer un socle commun de réalité, c'est commencer par se dire que c'est très dangereux de se dire que si tout le monde était comme moi, le monde serait meilleur. On a besoin de notre diversité, on a besoin d'un socle commun de réalité à partir duquel on est en désaccord sur son interprétation. Le danger, ce n'est pas le désaccord d'opinion, c'est le désaccord de fait, quelque part, fait entre guillemets. C'est-à-dire, si on revient à la notion de politique, si on est d'accord sur le chômage, mais on est en désaccord sur comment le gérer, c'est bien. Ça nous donne plusieurs pistes à explorer sur un même sujet. Par contre, si moi je dis le chômage existe et vous vous dites non, ça n'existe pas, on ne peut plus vraiment discuter les uns avec les autres. Et on est des animaux sociaux, on a besoin de pouvoir collaborer pour fonctionner. Et du coup, ta question devient comment est-ce qu'on crée le dissensus? Pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire comment est-ce que je crée une forme de désaccord sain entre des humains? Parce qu'on ne va pas être d'accord. Genre, c'est une sorte de but. On ne peut pas tout contrôler. Du coup, se dire je vais créer une société où on est en accord, c'est un peu naïf. La question devient comment est-ce qu'on crée des désaccords. C'est un peu ce qu'on essaye de faire avec Chiasma. On organise des débats où le but n'est pas d'avoir raison, mais de comprendre pourquoi est-ce que je pense ce que je pense. Et juste donner accès à nos vies intérieures psychiques les uns des autres, sans nécessairement chercher à persuader, sans nécessairement chercher à montrer à l'autre qu'il a tort et que moi j'ai raison, sans nécessairement accepter que l'autre est en train d'essayer de me persuader que moi j'ai tort et lui il a raison. Mais comment créer des dissensus? Je pense qu'on travaille énormément sur comment créer des consensus, montrer qu'on a raison et que l'autre a tort, mais ce serait aussi pas mal de travailler sur comment est-ce que je fais pour accepter qu'on est en désaccord et que ça va. On peut fonctionner ensemble quand même. On peut créer quelque chose à partir d'un désaccord. Voilà. En tout cas, voilà. Ben, merci beaucoup pour cette conclusion. Clément, merci beaucoup également pour votre participation. On rappellera merci à vous de m'avoir invité. Mais c'est avec plaisir. Et on rappellera que normalement, on croise les doigts, mais ça devrait aller, on espère en tous les cas, le 5 juin à 20h, vous serez à la Cité Miroir pour votre spectacle. Le 5 juin à 20h, oui. On fera c'est la première d'ailleurs, hein. C'est la première je vous le dis, parce qu'on a retravaillé le spectacle avec un nouveau texte et avec une nouvelle bande originale et avec 2-3 nouveaux effets, et ça s'appelle La Séance. Et du coup, on devait jouer le 22 mai à l'Alhambra de Paris, mais ça me semble extrêmement compromis. Donc, non, c'est un peu ça va être un peu le baptême de cette nouvelle mouture de mon premier spectacle. Voilà. Je me dis, si tu joues à l'Alhambra, c'est peut-être chez moi, je viendrai pour sûr. C'est la définitive. C'est à côté de chez toi, l'Alhambra? Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Ben voilà, sachant que Liège, le baptême et la fête, c'est quelque chose qui va bien ensemble, on vous accueillera avec grand plaisir le 5 juin prochain. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle que toujours cette exposition Illusion qui est bien présente jusqu'au 30 mai à la Cité Miroir à Liège, place Xavier Neujean. Vous pouvez réserver en ligne sur le site de la Cité Miroir. Et je rappelle ici également, on nous a posé la question plusieurs fois que cette rencontre sera mise en ligne, à mon avis, dans quelques instants ou dans maximum quelques heures, à la fois sur le Facebook du Centre d'action laïque de la province de Liège, qui, je le rappelle, est à la base de la création de cette magnifique exposition parrainée par Albert Mokaïba. Voilà. Je vous souhaite une excellente après-midi à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir participé et très très bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.